Bonjour, je m'étais inscrite dans le groupe 3. Ah, d'accord. Eh bien, écoutez, je ne pense pas que vous puissiez revenir tel quel, à moins que vous puissiez quitter la salle en bas à droite. Mais peut-être à vos risques et périls. J'essaie. Je m'en désole. Mais sinon, restez ici, ça serait intéressant. Mais sinon, vous pouvez essayer de quitter la salle et J'essaie d'envoyer de un la message. quitter, sinon je pourrais revenir avec vous ou pas? Probablement, oui. Ouais. Bon, j'essaie. Donc, on accueille Monsieur Emery, Monsieur Jorel et Mme Léonce, qui sont tous là, oui. Donc, si Monsieur Emery, vous avez une caméra, ce serait parfait, si vous nous entendez bien. Qui seront nos intervenants de cette table ronde. Puis Mme Pour Léonce. ce qui est de vous entendre, je vous entends, bonsoir, Ah, mais très bien, et on vous entend, c'est quand même j'arrive pas à activer la caméra. C'est bon, c'est pas tragique, je vous avoue que on vous imaginera. Mme Léonce, vous êtes présente? Oui, je vous vois. On ne vous entend pas. Ah, on vous entend pas, Claire. Ah, on entend quand vous manipulez. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Ah ouais, alors il faut que vous parliez vraiment tout près du micro, je crois. Ok, donc je vais le Ouais, mettre c'est comme ça. parfait. C'est parfait comme ça en réalité. Très bien. Écoutez, on va débuter notre table ronde. Je vous partage à nouveau rapidement mon écran. Voilà, vous êtes très nombreux à avoir choisi ce groupe, c'est parfait. Donc, on va traiter là, pendant ce temps de circuit court. Alors, voilà, de la fourchette à la fourchette. La question générale, c'est comment diversifier l'offre des circuits courts sur le territoire et pour les rendre plus accessibles au plus grand nombre. Mais voilà, c'est aussi l'occasion, et on va le voir, de faire parler vous, acteurs du territoire, avec ces trois intervenants, et puis questionner voilà, à la fois l'intérêt pour producteurs ou structures de production, et puis pour augmenter le nombre de consommateurs en circuit court, on l'a vu tout à l'heure, et je rappellerai quelques chiffres. Je vais vous demander juste à nos trois intervenants, là, qu'on voit les photos, de vous présenter en 2 minutes, en 1 minute, en 2 minutes, très rapidement. On vous relaissera la parole. Madame Claire Léon, si vous pouvez vous représenter. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, très bien. Ok. Pardon pour ma part. Du coup, je suis Claire Léon, je suis directrice des activités filière bio au sein de l'association Equalis. Et notre objectif principal, c'est d'accompagner les personnes en difficulté. Et pour cela, on a différents supports d'accompagnement, dont des petites exploitations maraîchères où on fait de la production de légumes diversifiés et on le vend sous forme de panier à des consommateurs adhérents. Et on a également des boutiques producteurs. Donc, notre objectif, c'est d'accompagner à la fois nos salariés en insertion et à la fois accompagner les producteurs et leur servir de relais pour valoriser leur production. Très bien, merci. Monsieur Emery. Oui, bonsoir, Franck Emery. Donc, nous sommes trois frères en GAEC à Brueil-en-Vexin, production pour l'essentiel de volailles fermières élevées en plein air, poulets, pintades et volailles festives. Et depuis 3 ou 4 ans, la remise en place pour approvisionner notre magasin de vente d'un atelier maraîchage. Merci, donc producteur dans le Vexin. Monsieur Jorel, également producteur, agriculteur. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ouais. Donc agriculteur proche de Cergy, en polyculture élevage. Donc grande culture sur à peu près 350 hectares. Et également une activité qui prend de l'ampleur, qui est la vente directe. Donc boutique à la ferme, distributeur automatique. Et puis production de farine, visite de l'exploitation en ferme pédagogique, etc. Voilà. Donc installé depuis 10 ans et la ferme existe depuis 4 générations. La ferme des Sablons. C'est ça. Merci à tous les trois. Donc tous les trois, points communs, évidemment, vous vendez une partie au moins de la production, alors aussi diversifiée qu'elle soit, en vente en circuit court, sous les différentes formes qu'on va voir. Je vous rappelle quelques éléments, on les a vus dans le diagnostic. Il y a moins de 4% en valeur de l'alimentation qui est consommée en circuit court. Voilà, donc ça reste minoritaire, c'est le cas notamment en France et sur le territoire.
Néanmoins, on voit, et ça, c'était pas forcément un a priori, il y a quand même 50 producteurs en vente directe, vous l'avez vu, ça vous a surpris, vous avez vu que nous aussi, c'est beaucoup. Surtout qu'en circuit court, il y a la vente directe, mais il y a d'autres formes, évidemment. Donc, certes, ils ne vendent pas forcément toute leur production via ce circuit de commercialisation, on pourra en discuter avec vous intervenants, évidemment. Mais ça reste quand même important voilà, dans ce contexte d'Île-de-France qu'on vous a présenté et du Pénin du Vexin. Enfin, il y a aussi d'autres formes de circuits courts, des coopératives de consommateurs. Je crois qu'on a dans l'Assemblée la COPOISE, qui est une coopérative de consommateurs, donc des consommateurs qui s'organisent pour s'approvisionner et redistribuer de la production et des aliments, des systèmes de type AMAP. Au jardin de Cocagne, on va le voir, c'est comme les jardins des Qualis. Et puis d'autres systèmes, voilà, Ruche qui dit oui, etc. Donc ça fait aussi partie de ces circuits courts avec voilà, parfois un intermédiaire, voire deux intermédiaires. Et puis des marchés de plein vent, pas forcément, donc c'est les marchés qu'on a évoqués tout à l'heure, hein, mais qui ne sont pas forcément accessibles pour tous les producteurs, mais en tout cas qui sont des lieux de consommation. Et puis aussi des grandes surfaces où il y a des circuits courts dans certaines grandes surfaces. Étonnamment, voilà, il y a des producteurs qui vont vendre directement à la grande surface, donc ça peut être finalement un système avec seulement un intermédiaire. Voilà, pour finir mon horizon et vous laisser la parole, je voulais aussi compléter ça par une petite enquête qui a été faite auprès de consommateurs dans le cadre du projet alimentaire de territoire, qui était le questionnement sur les freins à l'achat de produits alimentaires locaux. Le premier argument, c'est la difficulté d'accès. Voilà, c'est en effet, ça peut être plus compliqué d'aller soit chez le producteur, ou la productrice, d'avoir l'information, etc. Ça demande plus de temps aussi, c'est une démarche un peu différente, plus éparse. C'est des prix trop élevés, enfin jugés trop élevés, et puis aussi un manque de connaissance des points de vente. On a vu l'intérêt aussi de cartes, enfin il y a des outils pour identifier où est-ce que consommer local. C'est l'exemple de la carte réalisée par l'association alternative qui est aussi présente, je crois, à cette table ronde dans l'Assemblée. Et puis sinon, il y a aussi le fait que peut-être l'offre en produits du circuit court ne correspond pas à la consommation. Ça, c'est peu d'intérêt pour les produits proposés. Voilà. Donc, je vous propose de passer, voilà, après cette petite brève de nouveau introduction, oui, en effet, je vois la coopérative de Santeuil également, et bien évidemment. Je vous propose de passer à la phase de questions où je voudrais donner la parole d'abord à Mme Claire Léonce. Et voilà, pouvez-vous redétailler un peu quelle offre complémentaire vous apportez côté des exploitations agricoles en termes justement de circuits courts, que ce soit le jardin ou des autres activités, pour qu'on comprenne voilà, comment que le circuit court, ce n'est pas que de la vente directe non plus, et ça prend voilà, les différentes formes. Nous, notre objectif à l'état initial, c'était vraiment de proposer un support d'accompagnement qui soit efficace, en fait, pour garantir le retour à l'emploi de nos salariés. Et effectivement, tout ce qui était filière bio et filière verte, entre guillemets, correspondent bien, en fait, avec une offre d'accompagnement pour nos salariés. C'est vrai que c'est un support qui mobilise énormément. Je voulais ajouter ça dans un premier temps. Et nous, en termes de circuit court, effectivement, on est vraiment circuit court, puisque tous nos légumes sont vendus à des adhérents, en fait, qui adhèrent au réseau Cocagne et aux valeurs en fait, qu'on défend sur l'accompagnement des personnes en difficulté et sur l'accès en fait, à des produits, enfin des légumes de saison bio. On a également nos boutiques, je le répète, nos boutiques, alors c'est bio, mais aussi pas que, hein, il y a aussi beaucoup de produits de producteurs locaux. Et notre objectif des boutiques, c'était vraiment élargir les compétences de nos salariés et offrir un service pour les producteurs et également les communes et nos partenaires pour essayer de dynamiser un peu des communes non desservies en commerce de proximité. Voilà un petit peu pour rentrer dans le sujet. Non, voilà. Et puis donc peut-être détailler comment est produite les jardins qu'il y a sur Cergy-Pontoise et Oui, puis également peut-être le camion itinérant qui est une ouais. nouvelle initiative.
Du coup, on a 3 jardins principaux, vraiment maraîchage diversifié. On a Les Mureaux, on a Conflans-Sainte-Honorine et on a Cergy-Pontoise. On est sur en partie les terrains situés sur Vauréal. Donc on a signé là très récemment un BRE avec l'agglomération de Cergy-Pontoise. Donc un bail rural environnemental. Ouais. Exactement, oui. Bah, il y a clause environnementale, oui, tout à fait. Et voilà, l'objectif, en fait, c'est de produire des légumes bio de saison sur des petites zones urbaines. On dit périurbain, mais on est vraiment, pour le coup, nous, en zone urbaine sur la partie Vauréal et Cergy-Pontoise. L'objectif, je reprends, hein, c'était les propos du président, c'est vraiment un engagement pour valoriser aussi des petites parcelles qui sont vraiment situées en zone urbaine et leur donner une autre vocation plutôt qu'être s'enfricher, voilà, donner un peu une autre envergure et faire de la production de légumes sur de petites parcelles. Sur les camions itinérants, l'objectif c'était de les vraiment dans les communes non desservies en commerce de proximité, en faisant bien attention, voilà, en n'étant pas en concurrence par rapport à des producteurs ou même à des revendeurs hein, sur les communes, mais vraiment d'aller là où on a besoin de nous concrètement, hein. Donc les communes en fait nous appellent en nous disant qu'ils ont vraiment un frein sur la dynamique de leur commune. Et l'objectif, c'est voilà, d'apporter un peu notre dynamique en proposant des produits de producteurs locaux et entre autres nos légumes bio. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions un peu spécifiques pour Mme Léonce, notamment sur ce système voilà, aussi sur la formation et l'insertion. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais plutôt plus générales qu'on pourra réaborder tout à l'heure, évidemment. N'hésitez pas. Donc voilà, c'est ça. Oui, un bus qui tourne et qui centralise la vente des produits. C'est bien ça, ouais. Est-ce que je pense, on évoque un bus? Oui, c'est ça, c'est un petit camion. Alors, j'ai une photo que j'aurais pu Ouais, montrer. Mais... c'est un petit camion itinérant. C'est un petit peu le même camion que vous trouvez avant quand la boulangère, il y a quelques années, faisait les quelques communes et klaxonnait. C'est un petit peu le même modèle. Donc je ne sais pas voilà, si vous le voyez, je l'ai partagé. C'est celui-là, hein. On est d'accord. exactement. C'est Voilà. bon, c'est un petit gabarit, mais voilà, on essaye d'avoir une large gamme euh, pour proposer les producteurs locaux. Donc là, vous voyez sur la photo, donc tout à droite, vous avez une vitrine avec les produits frais. Sur la devanture, vous avez un petit peu les produits type conserve et puis épicerie et produits d'épicerie, pardon. Je rebondis aussi sur, il y avait une intervention, je ne sais plus Thomas si c'était toi, mais sur l'éloignement des producteurs. Effectivement, on a vu avec le Covid que bah, les gens forcément étaient soit en télétravail ou soit en chômage partiel malheureusement, mais on a vu qu'il y avait en tout cas beaucoup plus de personnes qui venaient nous voir, en tout cas sur les exploitations. Je pense que c'est peut-être la même chose pour les producteurs qui sont avec nous ce soir, mais on voit que les gens en fait, quand ils ont plus le temps, bah, il y a une grosse part en fait d'entre eux qui vont se fournir directement chez le producteur, quoi. Et il y a une question là sur la formation. Est-ce qu'il y a une formation théorique type lycée agricole pour les personnes qui travaillent chez vous, là, peut-être détaillée justement, même si c'est pas forcément lié au circuit court, mais Ouais, j'ai vu les publics aussi. Alors, nos chantiers sont ouverts en fait à des personnes du coup éloignées de l'emploi. Ça peut être des bénéficiaires de RSA, mais ça correspond à un besoin sur l'ensemble des personnes vraiment en difficulté. L'objectif, c'est de les accompagner à lever une partie de leurs freins, dont les freins à l'emploi. Donc, c'est vraiment retravailler avec eux leur projet professionnel et travailler voilà, tout ce qui est CV, entretien d'embauche. C'est vraiment voilà, un parcours global. Ils sont embauchés sur 4 mois, donc renouvelables. L'objectif, c'est de travailler avec eux au quotidien. En fait, c'est leur réapprendre le rythme de travail, respecter les consignes et puis avoir un petit peu aussi une ouverture d'esprit et augmenter leurs compétences et faire un bilan également de compétences et partir sur un travail avec eux leur projet professionnel. J'essaie de suivre hein, les questions.
Ouais, il y en a Il beaucoup et oui, n'y a oui. pas il y a pas de formation agricole. L'objectif, en fait, c'est pas d'en faire des maraîchers ou qui se lancent dans une production agricole. L'objectif, c'est vraiment, ça reste un support d'accompagnement. Donc, les personnes, en fait, sont pas forcément vouées à être maraîchers ou travailler dans les espaces verts. D'ailleurs, il y a très peu de pourcentage qui retournent sur ce secteur-là. Mais du coup, voilà, l'objectif, je leur dis, c'est vraiment un support d'accompagnement. Peut-être quoi, voilà, on va prendre une dernière question. Monsieur Sidibé est assez intéressé. Il y a peut-être des liens à faire, hein, c'est aussi le principe. Là, comment on se fait dans une logique de POC, j'avoue que je ne connaissais pas. Puis après, Comment il y a devenir... beaucoup de questions sur la logistique et sur d'autres aspects qu'on abordera par la suite. C'est ça. Comment devenir adhérent de l'association? Bah, voilà, je pense que vous tapez, je vous donnerai les contacts, je vais vous mettre mon numéro et vous pourrez nous contacter, il n'y a pas de souci. J'essaie juste de répondre à toutes les questions. Avez-vous observé une forte augmentation de vos clients pendant la crise Covid? Oui, c'est ce que je disais. Du coup, après, on essayait au maximum d'orienter vers les producteurs locaux. Ne serait-ce que quand les gens voilà, achetaient nos bocaux, on a formé en fait nos salariés pour que les salariés puissent s'orienter aussi directement chez les producteurs. L'objectif, voilà, je le dis, c'est une vitrine, on n'a pas tous les produits, on a un petit volume. Donc l'objectif, c'est aussi de faire de la communication sur tous les producteurs qui vendent en local et qui vendent directement sur le territoire. Très bien, merci Claire. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure et ça vous laisse aussi peut-être l'occasion d'éplucher les questions pour certaines que j'aurais pas vues. Je voudrais poser la question à Monsieur Emery puis à Monsieur Jorel. Vous, voilà, que vous nous résumiez aussi rapidement, comment vous en êtes arrivé là et qu'est-ce qui vous a amené à faire de la vente directe? En fait, c'est un peu la question qu'on se posait tout à l'heure et sur toute l'agriculture, quel est l'intérêt en fait pour les agriculteurs et pour vous, voilà, faut que ce soit aussi euh, en lien avec votre système de production évidemment et rémunérateur. Et est-ce que voilà, ça représente 100% de votre production? Quel type de produit? Euh, donc voilà, peut-être on commence par Monsieur Emery, puis après par Monsieur Jorel et on fera une phase de questions par la suite. Alors, pour nous, le choix de la vente directe, c'est pas un choix, c'est quasiment quelque chose qui s'est imposé, qui est ancien maintenant, puisque ce sont nos parents qui se sont lancés là-dedans. Et c'est une petite anecdote que j'aime bien raconter. Ils se sont rendus compte qu'il était nécessaire de vendre par eux-mêmes le jour où le grossiste qui achetait leur chou-fleur leur vendait le colis vide plus cher qu'il ne leur achetait plein. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous, on est de toute façon une petite structure, puisqu'on est à 3 frères sur 70 hectares de grandes cultures, et que pour vivre et pour faire vivre une exploitation comme la nôtre, il n'y avait pas d'autre choix que de la production et de la vente en direct pour amener de la valeur ajoutée et pour pouvoir effectivement vivre. Aujourd'hui, on ne vend pas la totalité de nos produits en circuit court, mais quasiment. La seule partie qui ne soit pas vendue en circuit court, c'est la partie des céréales qu'on n'utilise pas pour l'alimentation de nos animaux, puisqu'on produit aussi notre aliment, c'est-à-dire à peu près la moitié de ce qu'on produit en circuit court. Par contre, tout le reste, que ce soit nos volailles ou que ce soit nos légumes, sont vendus en circuit court, pas forcément directement au consommateur, mais au maximum avec un seul intermédiaire et remis au consommateur à la suite. Quoi vous dire d'autre? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous On évoquait en effet. Ah, attendez, il y a un petit micro qui doit être désactivé, s'il vous plaît. Je le désactive. Voilà. Donc voilà, pour résumer, vous avez environ, vous disiez, c'est pas forcément un choix dans le sens où voilà, vous êtes environ sur 70 hectares. Voilà, l'objectif est aussi de garder entre guillemets cette valeur ajoutée. Et ça a été la recherche à la fois qui vous a poussé, enfin je complète, hein, mais à la fois à choisir des types de production et aussi avoir ce magasin où vous vendez aussi d'autres produits. Peut-être vous pouvez détailler ça, pas seulement Oui, les produits de votre absolument. ferme. Oui, c'est une partie importante qu'on exprimait tout à l'heure et que les clients font remarquer, c'est que notre production principale, c'est la volaille.
mais que pour arriver à bien vendre cette volaille de manière régulière, puisqu'on sort des volailles toutes les semaines, il faut pouvoir proposer aux clients une gamme beaucoup plus étendue de produits pour être intéressant et pour donc créer l'attractivité. Donc effectivement, nous, on a un magasin de vente dans lequel on propose un certain nombre d'autres produits, des producteurs locaux ou quelquefois plus éloignés, et même carrément du négoce, puisque c'est bien un commerce alimentaire dans le prolongement de l'exploitation agricole, mais c'était une nécessité pour nous pour pouvoir effectivement vendre correctement notre production. Très bien, merci. Il y a pas mal de questions, mais je pense que ça va se recouper avec Monsieur Jorel et je vais attendre d'avoir l'intervention de Monsieur Jorel et je vous poserai des questions un peu notamment sur les formes de commercialisation et de mutualisation. Voilà. Monsieur Jorel, est-ce que vous pouvez répondre aussi à cette question de comment vous en êtes arrivé à faire une partie de vente directe, ce que ça représente et sur quelle production, parce que aussi vous avez beaucoup de productions différentes, hein, on n'est pas du tout dans des monocultures ou monoproductions, c'est des exploitations très diversifiées. La motivation, ça a été principalement, j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une exploitation qui n'est pas d'hier. Et c'est une exploitation qui a toujours connu une petite partie de vente directe. Je me souviens de ma grand-mère qui vendait de la volaille, des cochons vivants, enfin tout ce qu'une ferme pouvait proposer il y a 50 ans. Et la mode est devenue ce que les exploitations du secteur sont devenues spécialisées dans la grande culture. Donc nous, effectivement, on a une grande surface à exploiter. On a un peu plus de 350 hectares, plus des prestations chez des voisins, etc. Donc on a une grosse activité grande culture qui peut s'apparenter à une activité un peu industrielle quelque part. Mais la motivation, ça a été de recréer ce magasin qui avait disparu au sein de la ferme et ça a été principalement, dans un premier temps, c'était de pouvoir bénéficier de nos propres produits. C'était le moteur de départ, ça a été la vente de viande. On avait beau être producteur de viande bovine avec une centaine d'animaux, et ben on chargeait les animaux vivants à un maquignon et on n'en voyait pas la couleur. On allait chez le boucher du coin pour acheter pour la famille. Et ça a été mon moteur premier. La difficulté, c'était simplement de trouver d'autres acquéreurs quand on souhaitait faire partir une bête, puisqu'évidemment, sur une bête qui fait 400 kilos et qu'on la met au congèle, il en faut déjà plusieurs et puis ça vous fait un sacré moment. Donc, c'était de faire des ventes régulières et de pouvoir du coup faire profiter de la famille. Au même titre, ça a été la démarche de réintroduire un atelier de poule pondeuse, ça a été d'acquérir un moulin à farine, voilà, toutes ces choses-là qui ont permis à ma famille et à mes proches de bénéficier du b.a.-ba de la cuisine. D'accord, Voilà. très bien. Et donc, voilà, pour résumer, vous avez de l'élevage, des cultures dont une partie sont transformées. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est une petite partie parce qu'effectivement, on produit, on a une grosse surface en blé, par exemple. Donc, la partie vente directe représente une petite partie. Enfin, pour ce qui est de la grande culture, puisqu'on doit produire quelque chose comme 800 tonnes de blé et on doit en transformer 5. Mais par contre, sur des ateliers qu'on a créés pour la vente directe, on peut avoir des problèmes de quantité. Je pense aux poules pondeuses, où on pourrait avoir un élevage double qu'on n'arriverait pas à fournir. Et je ne vous parle pas des périodes de Covid. Les ventes de viande, on est à l'équilibre tout juste, puisqu'il y a quand même un tri qui se fait et je ne fais pas partir des vieux animaux en vente directe, par exemple. La farine, on peut en faire énormément puisqu'on a du blé en stock. À quoi je pensais d'autre Non, voilà. Les petits ateliers, la charcuterie, on a un atelier d'engraissement de cochon. C'est pareil, on peut avoir un problème de quantité. Il y a uniquement sur l'aspect grande culture où effectivement, c'est pas à fond perdu, mais en tout cas, on pourrait produire un paquet. Oh, j'ai un problème de lumière.
on pourrait produire un paquet de boulangers. Ouais, et alors, je ne sais pas si vous nous entendez, mais d'accord. Donc, on voit en tout cas sur ces deux exploitations, on parle d'ateliers, on parle de productions différentes. Et il y a peut-être même parfois, ouais, entre grande culture et puis le reste, c'est aussi certains produits qui se vendent en circuit court, d'autres beaucoup moins. Et en effet, faire ces 300 hectares, les faire en farine, bah, on pourrait presque faire un petit moulin industriel. Enfin, bon, j'exagère un peu, hein, bien évidemment. Mais donc, le passer de l'un à l'autre ne se fait pas d'un coup, évidemment. Et ça pose ouais, donc la question de quelle est la demande en termes de produits. Et là, sur la farine, en l'occurrence, il y avait une question tout à l'heure de quid de la démarche blé, farine, pain relocalisé, comment y faire. Donc, vous, en tout cas, vous avez une Oui. demande là sur. Vous faites, en l'occurrence, Non, en fait, sur l'aspect Pardon. farine, il y a un élément important, c'est la farine, c'est très technologique. Il faut être capable, sur toute l'année, de proposer la même qualité et également, d'une année sur l'autre, proposer des éléments technologiques qui soient les mêmes. Donc, la farine se vend bien aux particuliers, à des petites pizzerias ou des crêperies, des choses comme ça. Mais pour l'aspect boulangerie qui pourrait nous permettre de développer des volumes, même si notre moulin n'est pas immense, hein. Alors, il y a un aspect déjà que le meunier souvent est un financier qui va installer et financer le boulanger qui s'installe. Donc, moi, c'est pas mon cas. Et puis, on a des aspects technologiques qu'on maîtrise moins. On n'a pas de labo. Enfin, d'une récolte à l'autre, les qualités peuvent être différentes. Souvent, on fait des mélanges variétales pour obtenir une certaine homogénéité et puis une farine assez pas moyenne, mais avec des qualités de différentes variétés. Si jamais il y en a une qui décroche, ça nous permet de conserver une farine qui fonctionne. Mais souvent, les meuniers, ils mélangent les terroirs et des terroirs parfois éloignés. Il y a une quinzaine d'éléments techniques sur la farine, le W du blé, l'acidité, etc. C'est des choses que, en tant qu'agriculteur, on ne maîtrise pas du tout, quoi. Moi, je mets du blé, rien que du blé. Il est moulu, tamisé, mis en sachet, point. Voilà. Oui. Donc ça, c'est vrai qu'entre les différents ateliers et la commercialisation voire la transformation, vous avez quand même pas mal de métiers différents à votre actif. Mais donc, il y avait une question sur la rémunération. On rentre un peu dans le vif du sujet, hein, quand même aussi. Est-ce que cette diversification, et ça c'est valable aussi pour Monsieur Emery, en fait, est-ce que ce système, ces systèmes avec de la vente directe pour une partie fonctionnent en termes de rémunération et est-ce qu'il fonctionnerait aussi si vous ne faisiez pas cette vente directe, mais la vente à un intermédiaire? Voilà, un peu la question que je vous pose. Euh, ouais, quelles sont les conditions pour que ça fonctionne justement en termes de circuit court? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions sur, mais pourquoi on ne fait pas une plateforme avec voilà, un intermédiaire pour qu'on puisse se faire rencontrer l'offre à la demande, etc. Est-ce que c'est possible, vous, dans vos systèmes? Un intermédiaire. Ouais, Souvent, ou tout du à l'heure, collectif, hein, mais... quand vous avez parlé des produits de ferme et des attentes des clients, etc., vous avez parlé à un moment donné, de prix trop élevé. Et c'est sûr que quand on parle de la viande de bœuf, par exemple, et qu'on a affaire directement à un producteur, on se dit que voilà, vu que la bête est vendue directement par son éleveur, on squeeze une bonne partie des intermédiaires et de gens qui prendraient des intéressements, et du coup, on l'obtiendra sur le prix. C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai de par la taille de nos exploitations. L'exemple le plus facile à vous démontrer, c'est par exemple la production d'œufs. Moi, j'ai 300 poules. Donc, techniquement, je serais capable de produire 250 ou 300 œufs par jour. L'échelle de notre élevage fait que un œuf doit nous coûter pas loin de 20 centimes pour le vendre 33 TTC. En élevage dédié, spécialisé, pas forcément batterie ni cage, hein, mais on est dans des élevages où il y a des milliers de poules et non pas des centaines de poules, on est plutôt en dessous des 10 centimes. Donc, c'est pas parce que c'est moi qui vends l'œuf que ça me coûte. J'ai quand même des salariés, j'ai une structure et c'est pour ça que
dans plein d'aspects. Quand on parle de quantité, on parle d'industrialisation et du coup, par le même biais, souvent de perte de certains repères et de certains aspects qualitatifs. Et voilà. Je pose aussi la question à Monsieur Emery. Donc enfin, c'est super intéressant ce que vous dites là, hein, sur cet aspect économique. Monsieur Emery, vous vendez aussi une partie, enfin un peu même question. Vous avez de la vente directe avec un magasin. Est-ce que ça serait possible d'avoir un magasin aussi collectif? Enfin, je sais que vous avez aussi d'ailleurs des difficultés pour acheter des produits peut-être d'autres agriculteurs. Enfin, en tout cas, l'offre est limitée, hein, évidemment. Vous n'êtes pas non plus beaucoup à avoir cette offre en produits prêts à la consommation, en produits fermiers. Donc, un peu même question là, sur ce schéma. Est-ce que ça serait possible avec, je sais pas, un magasin collectif tenu par des producteurs ou est-ce que la vente directe à la ferme est vraiment absolument un prérequis pour ces circuits courts? Alors, je vais rejoindre Monsieur Jorel au niveau de la taille. Effectivement, pour nous, c'est quelque chose qui est aussi très, très représentatif, c'est-à-dire qu'on ne sort pas une quantité très importante et on a donc des coûts de production qui sont élevés par rapport à des gens qui en sortiraient de beaucoup plus grosses quantités. Pour revenir, donc c'est pour ça qu'on évite d'avoir trop d'intermédiaires, parce que ce sont des gens qui ont besoin, eux aussi, de se rémunérer. Malgré tout, les intermédiaires ne sont pas des gens qu'il faut totalement oublier, parce que le temps qu'eux passent à vendre, c'est du temps que nous ne passons pas à vendre aussi. Et le temps de la commercialisation est un temps important qui fait que ça ramène encore pour nous un besoin de rémunération complémentaire. Au niveau du collectif, alors un magasin collectif, c'est avant tout une aventure humaine. Et je pense qu'avant de vouloir créer un magasin collectif, il faut déjà créer un groupe. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, dans la région, pas très présent dans les esprits. On est une région d'agriculteurs et d'exploitation agricole bien plus individuelle que certaines régions qui ont, je pense notamment aux régions de montagne, pour beaucoup, ont eu besoin de se mettre ensemble pour s'en sortir. Et c'est parce qu'ils avaient besoin d'être ensemble qu'ils ont cette mentalité du groupe et cette mentalité d'être ensemble, d'aller vers quelque chose. Le clan, enfin oui, le groupe, c'est quelque chose qui n'est pas très présent chez nous. Donc un magasin collectif, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué à mettre en place parce que ça nécessite qu'effectivement tout le monde s'investisse au même niveau pour toutes les tâches. Alors que bien souvent, quand on essaie de créer quelque chose dans ce genre-là, tout le monde dira « Ah ben moi je veux bien faire ça, mais pas tel jour ». Enfin voilà, tout le monde veut bien un peu tirer la couverture à soi et pas forcément s'investir pour le groupe. Voilà. Je pense que c'est le premier frein à la création d'un magasin collectif. Par contre, effectivement, nous, c'est le choix qu'on a fait, comme je le disais tout à l'heure, pour arriver à vendre notre produit, d'avoir une gamme de produits beaucoup plus complète. Mais encore une fois, il faut trouver dans la région des gens qui sont prêts à nous revendre leurs produits. Et bien souvent, on est dans une région où il y a un bassin une population importante, donc des besoins importants. Et un producteur qui décide de vendre par lui-même va souvent, alors évidemment, ça ne se fait pas tout seul, mais va souvent trouver la possibilité de vendre par soi-même. Et donc, n'a pas nécessairement besoin d'acteurs complémentaires pour vendre son produit. Mais il est une nécessité, effectivement, pour nous de trouver des produits complémentaires pour être intéressants, faire que les gens fassent la démarche de venir nous voir, parce qu'il faut vraiment que les gens viennent nous voir. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, comme l'évoquait Claire tout à l'heure, je dis Claire parce que c'est le prénom qui me revient et pas forcément son nom. Claire Léonce, en effet. Voilà. Ça me va, Claire. Ça va bien, merci. C'est le prénom de ma grand-mère, c'est pour ça que je le connais. Donc, ce que je voulais dire par là, au moment du premier confinement, effectivement, les gens ont eu le temps, puisqu'ils étaient en
en télétravail ont eu le temps, et d'ailleurs c'était pratiquement la sortie de la semaine, ont eu le temps de venir dans nos exploitations, et aussi parce qu'il y a eu au premier confinement, je le crois, une petite peur de ne pas pouvoir être approvisionnés par leur circuit habituel. Il y a eu quelques pénuries, il y a eu quelques blocages des échanges de produits entre les différents pays. Et donc là, les gens se sont dit, ben, comment on va faire pour se nourrir? Il faut qu'on aille vers le local. Et aujourd'hui, ces habitudes se sont à nouveau perdues. Alors, je n'en fais pas le reproche aux gens, puisque à nos clients qui ont été à ce moment-là, parce que les habitudes sont revenues. Et je pense que si puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, comment faire pour développer encore plus les circuits courts et l'offre que nous sommes capables d'amener aux consommateurs, ben c'est aussi à nous de nous remettre en question et de nous dire de quelle façon on va pouvoir toucher plus de monde, qu'est-ce qu'on va pouvoir amener. Alors, comme M. Jorel le fait, ben nous, on se pose la question des distributeurs, on se pose la question d'un plus grand nombre de jours d'ouverture, ou peut-être d'un service complémentaire, comme les prises de commande pour des retraits dans des casiers ou des choses comme ça. Il est évident, et pour répondre à une question que vous me posiez, Monsieur Lefebvre, un peu indirectement l'autre jour, ou en tout cas dans votre présentation, de savoir s'il y avait encore de la place pour d'autres en circuit court et en production locale. De la place, il y en a. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il ne faut pas croire que ça se fait tout seul. Ce n'est pas simple. Il y a énormément de temps et de travail à y passer. Mais de la place, il y en a encore énormément. Et ça me fait le lien, merci M. Emery, posé aussi aux autres intervenants. Vous, comment toucher d'autres consommateurs? On l'a vu, ça coûte plus cher à produire, donc ça coûte aussi plus cher à acheter, évidemment. Il faut parfois se déplacer. Est-ce qu'il y a des réflexions comme ça? Là, on évoque avec M. Jurel le distributeur automatique. J'aurais des photos, j'en ai pris une sur votre site à vous montrer, un distributeur automatique de produits. Il y a peut-être aussi sur Jardin d'Equalis des réflexions pour essayer de toucher d'autres consommateurs, peut-être moins aisés ou peut-être plus loin, ou voilà, moins sensibilisés, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus, M. Jurel ou Mme Léonce? Nous, on est plus là où il faut qu'on fasse attention parce qu'on est quand même pas mal sollicité par des entités intermédiaires ou des magasins. Là où nous, on est vigilants, c'est effectivement de ne pas rentrer sur le champ de la concurrence par rapport à d'autres producteurs. Et nous, on va aller plutôt voilà, sur des projets ou des activités où effectivement, on n'a pas forcément en tout cas, l'activité n'aura pas forcément d'intérêt par le producteur parce que soit effectivement il faut rester toute la journée ou une grosse demi-journée et au niveau du chiffre d'affaires en fait ça correspond pas en fait aux besoins des producteurs, ça répond pas en tout cas à leurs exigences et on va plus aller effectivement sur des projets voilà comment on peut effectivement rendre accessible des produits au plus grand nombre et entre autres à des personnes en difficulté sur le territoire. Donc effectivement nous on a cette petite alors c'est pas du tout un frein, on a cette petite, j'ai pas le mot là, mais cette petite alarme en tout cas de voilà être accompagné à la fois des personnes en difficulté et être en soutien par rapport aux producteurs locaux et effectivement pas l'inverse. Ok, merci. Monsieur Jorel, vous, est-ce que là-dessus, comment toucher d'autres consommateurs? Est-ce que vous avez les mêmes signaux pendant le confinement ça s'est emballé, finalement, il y avait pas mal de consommateurs qui pouvaient, finalement, peut-être avec un peu plus de temps, acheter, s'approvisionner chez vous? Pour ma part, la période de confinement, hein, c'était une affluence augmentée de la ferme, mais pas forcément très constructive parce que ça générait de l'attente, ça générait des pénuries sur certains articles, d'attente, d'agacement des clients, etc. À moyen et à long terme, c'était plutôt un aspect négatif sur notre clientèle habituelle, à vrai dire. Même si on a développé le chiffre d'affaires du magasin, c'est sûr. Mais à moyen et à long terme, c'était plutôt un aspect négatif pour ces aspects-là. Et puis, comme n'importe quelle annonce à la télé, au journal ou dans un reportage qui est passé la veille, vous avez un effet
instantané. On va vous parler des sels nitrités dans le jambon. Ils vont en parler pendant 10 jours et puis c'est oublié comme si ça n'avait jamais existé. Pareil pour, euh, pour tout un tas de sujets, les OGM, l'abattage halal, le Roundup et j'en passe. Donc, c'est des aspects un petit peu phares qu'on aborde après un passage à la télé, quoi. Et le Covid, c'était un peu ça, en fait. C'était les gens arrivaient sans savoir ce qu'ils allaient acheter et ils voulaient dévalider le magasin comme si on était en période de guerre, quoi. Et bon, c'est pas forcément très constructif sur le long terme, quoi. Pas du tout, même. Pas du tout. Ok, ouais, intéressant. Ouais, c'est compliqué de gérer des pics. Ah, on n'est pas habitué à gérer une forte affluence et du coup, on le gère mal et le gérer mal, ça crée des agacements et des non-satisfactions. C'est pas ce qu'on cherche. Et moi, je sais que on a eu jusqu'à 1h30 d'attente à la boutique en étant trois à servir les clients. Donc, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué, ouais. Et les gens, au bout d'1h30 d'attente, sont un peu moins patients qu'au bout de 10 minutes, quoi. Ouais. Ok, alors il y a eu pas mal de questions. Bon, c'était notamment sur ces lieux de commercialisation, même tenus par des consommateurs. Il y avait la question au début, pourquoi il n'y a pas forcément de consommateurs ou d'initiatives citoyennes de consommateurs. Bon, il y aurait pu en avoir, en effet, hein. Il y a eu des éléments de réponse sur ces coopératives de consommateurs. Merci d'avoir répondu, hein, Je vais juste rajouter un petit truc. Ouais, allez-y. Nous, on fait ferme pédagogique, etc. Et souvent, beaucoup de gens voudraient nous aider de manière bénévole. Et à part des stagiaires qui, dans le cursus scolaire, ça nous donne un statut légal, assuré, etc. C'est des gens qu'on peut pas, à qui on ne peut pas répondre. Souvent des jeunes qui veulent travailler l'été, des choses comme ça, qui ne souhaitent pas forcément de rémunération, mais à qui on ne peut pas donner de statut légal. Et ça, c'est un vrai quelque chose qui pêche. Et à la différence de Claire et de la structure où ils donnent des contrats de 4 mois, j'ai entendu, etc. Ça, c'est vraiment un truc qu'on ne sait pas faire. Moi, je refuse souvent la manœuvre saisonnière pour des aspects de risque, d'assurance, etc. Parce que si elle n'a pas un vrai statut légal, c'est du travail au noir, quoi. Et c'est un peu dommage parce que dans toutes nos activités de petits élevages de basse-cour, on fait de la fécondation d'œufs, on fait plein de petites choses qui intéressent les gens, les jeunes, et pas forcément les enfants, hein, mais les jeunes adultes. C'est compliqué de solliciter leur aide puisque elles ne peuvent pas rentrer dans le statut de salarié, quoi. Oui, et en plus, c'est vrai que c'est un enjeu qu'on avait pas mal identifié, et notamment aussi, on parle de diversification agricole. C'est globalement ce que vous faites. Ça nécessite quand même plus de. Il y a de la création de valeur ajoutée, donc il y a du travail derrière. C'est souvent ça, C'est hein, quand ça, même, on rémunère le travail. Et donc, il y a besoin de peut-être plus de bras, quoi. c'est ça. Et il y a souvent on a ce problème, et on l'évoquait aussi avec d'autres, c'était des problèmes aussi de logement, donc aussi de ces personnes. Et donc, voilà, vous dites aussi pour faire des contrats autre que woofing ou quoi, Service Non, mais il y a civique. beaucoup. ou service civique. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est le même aspect. Je fais juste un petit parallèle un élevage pour l'élevage laitier, par exemple, entre quelqu'un qui a une trentaine de vaches à traire chaque jour et celui qui en a 150, il va y passer avec un matériel différent, mais il va y passer 2 heures de la même façon. Sauf que le coût, effectivement, c'est un plus gros investissement, c'est un plus gros capital immobilisé, mais il va pouvoir diminuer son coût, puisque on sait tous hein, que la charge la plus difficile à amortir, c'est le coût de la manœuvre. Même si les investissements peuvent faire peur et peuvent donner des difficultés de remboursement, c'est quand même la manœuvre qui joue dans la balance. Et donc, ça, c'est un sujet sur les vaches laitières, mais ça fonctionne avec n'importe quel thème et n'importe quel atelier de production. Ouais, d'accord. Et je me permets de montrer quelques photos de votre exploitation que j'ai pris sur votre site pour illustrer le propos un peu, juste aussi sur les types de produits. On parlait alors, je ne sais pas si vous voyez
voilà, la vente. Enfin, vous pouvez peut-être commenter ces quelques photos, Monsieur Jorel. Ouais, alors c'est des photos qu'on a déjà quelques années, mais Ouais. effectivement, donc en haut à droite, c'est notre boutique qui a bien changé. On vend des céréales en sac, mais on vend tout un tas de produits, des légumes de voisins, nos œufs, notre farine, etc. En bas à droite, c'est notre distributeur, pareil, qui a évolué. On a ajouté une petite partie réfrigérée pour des produits comme la viande. En bas à gauche, c'est notre viande. Ça n'a pas changé. C'est toujours conditionné sous vide. On propose du porc maintenant et du veau. Et en haut à gauche, la photo, c'est au sein d'exploitation. Donc, c'est deux box qui nous servent à finir d'engraisser les animaux 2, 3, 4 mois avant leur abattage. Donc, ils sont exclusivement élevés dans nos prés. On a une propriété de 50 hectares où les vaches sont quasiment à l'année dehors. Mais par contre, les derniers mois, on les peaufine en termes d'alimentation, sans OGM, sans tout ça, et sans maïs. Pour qu'elles soient les plus développées, les plus tendres, etc. C'est vraiment la fin qui est importante. Voilà. Et même remarque, Monsieur Emery, et je me suis permis de prendre quelques clichés. Donc, on a vos volailles et le magasin, voilà, aussi, où vous vendez vos produits et d'autres. Alors oui, donc là, pour les volailles qu'on voit dehors, donc c'est tout à fait le type de production en plein air qu'on fait aussi bien pour les poulets, les pintades toute l'année que les volailles festives, les dindes, les oies, les poulards, les chapons au moment des fêtes de Noël. Et le magasin donc, qui est ouvert le vendredi, le samedi et le dimanche, dans lequel on présente effectivement tous nos produits, tout ce qu'on transforme, puisqu'on a notre abattoir à la ferme. On transforme ces volailles et on les présente. Dans la vitrine que vous voyez là en froid, il y a aussi tous les produits laitiers qu'on rachète et qu'on revend, parce qu'effectivement, il n'y a pas tellement de production dans le coin. La seule qu'on puisse trouver, c'est on travaille avec la ferme de Grignon pour les produits les plus proches en termes de lait. Et donc après, dans le fond, on voit les légumes et les conserves qu'on peut fabriquer, enfin faire fabriquer à partir de nos produits, aussi bien de nos légumes que de nos volailles. D'accord, merci. Il y avait une question, quelle différence entre Equalis et Jardin de Cocagne, Mme Léonce? Je vous laisse répondre peut-être. Du coup, Equalis, c'est l'association pour laquelle on développe du coup les chantiers d'insertion et en fait, on fait partie du réseau Cocagne. Donc, tous nos chantiers maraîchers sont affiliés au réseau Cocagne. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Mais... Donc, moi j'avais peut-être d'autres questions plutôt sur les exigences des clients et notamment enfin, des consommateurs. Et notamment, il y a des questions sur les systèmes de production. On l'a évoqué de toute façon tout à l'heure, sur les enjeux biodiversité, etc. Et sur le... Voilà, j'imagine que vous avez régulièrement la question, est-ce que vous êtes en agriculture biologique ou voire des questions même très pointues par des consommateurs. Donc, il y a peut-être de... Voilà, vous expliquez aussi un certain nombre de choses. Est-ce que vous pouvez répondre à ces... en tant que producteur à ces exigences et voilà, qu'est-ce qu'on répond aussi c'est plutôt pour les deux éleveurs. Alors, pour notre part, nous, on n'est pas effectivement en bio. J'ai pour habitude de dire que nous sommes en agriculture raisonnable. On n'est pas en bio parce qu'on ne produit pas des céréales bio, donc on n'aurait pas d'intérêt à aller acheter des céréales bio pour faire une volaille bio. Et en plus, il faut aussi voir un aspect particulier au niveau du bio, c'est qu'il y a un coût de production. Et aujourd'hui, changer des volailles qu'on fait depuis maintenant un peu plus de 25 ou 30 ans, qu'on présente à notre clientèle, la clientèle est habituée à une gamme de prix et changer d'une volaille classique, même si elle est de qualité fermière, élevée en plein air, à une volaille bio, on serait sur un coût de production beaucoup plus important et donc on changerait totalement de clientèle. Et aujourd'hui, nous, notre capital, c'est notre clientèle. Changer totalement de clientèle, ce serait pas totalement se saborder, mais ce serait effectivement risqué. Voilà. Par contre, il est certain que quand on sait répondre aux clients
qu'on produit en local, bien souvent, dans l'esprit des gens, quand ils nous posent la question « Est-ce que vous êtes en bio ?» On dit « Non, on n'est pas bio, mais c'est produit sur place. » Et c'est souvent ce que les gens recherchent, un produit local, un produit de qualité, directement chez le producteur. Les gens voient les volailles dans les parcours, malheureusement pour en ce moment, puisqu'on est en période de comment on dit, Ouais, comme nous, Ah oui, pardon. de grippe aviaire. Voilà, de grippe aviaire, merci. Et donc, on doit confiner les animaux. Ça, c'est une obligation. Donc, effectivement, en ce moment, les gens ne le voient pas. Mais enfin, bon, ça, c'est moins le problème. Et donc, bien souvent, dans l'esprit des gens, même si on n'est pas bio sur le papier, on représente ce qu'ils viennent chercher en posant cette question-là. Monsieur Jurel, comment vous présentez les choses? Est-ce que vous faites aussi, voilà, quel est le positionnement de certaines personnes ou les Dans attentes l'aspect ces production, producteurs, de ces consommateurs? on est en production traditionnelle. Je sors d'une période de 7 ans où je m'étais engagé avec le parc justement sur une réduction de phyto, enfin pas de phyto directement, mais d'IFT, d'indice de fréquence de traitement de 30%. J'ai également des mesures sur des replantations de haies. Je me suis engagé également, j'ai à peu près, avec mon élevage de bovins, j'ai à peu près 80 hectares de prairies dans lequel je mets ni engrais, ni désherbants, ni rien. Enfin voilà, ce genre de choses, mais j'ai pas ni bio, ni quoi que ce soit. Je m'étais intéressé au label HQE, la haute qualité Ah, ou environnementale. HV, oui, haute valeur environnementale. Ouais. Mais c'est des choses très contraignantes et c'est très chronophage au niveau du bureau. Et je vous assure que quand on est sur plein d'activités différentes, comme je peux l'être, à un moment donné, on fait un peu une overdose du bureau et on décroche un peu. Comme M. Emery vient de le dire, on est en période de grippe aviaire. Vous avez la DDP qui vient pour vérifier que vous avez bien rentré tous vos animaux. Donc, ça demande de l'adaptation. Hein. Quand vous avez 300 poules dehors, c'est pas pareil que 300 poules dans un bâtiment. Hein. Pareil pour les canards, les oies. On a des cochons. Et alors, les cochons, il faut faire des années parce qu'on est en cochon de plein air sur paille. Donc, quand je les amène à l'abattoir, c'est des cochons qui vont être qualifiés HNRT, c'est-à-dire risque trichine. Pour les bovins, ça va être la brucellose, ça va être la prophylaxie une fois par an et puis le dépistage systématique dès qu'il y a un souci. Enfin voilà, c'est tout un tas de choses comme ça. J'en oublie. Pour la partie végétale, il peut y avoir ce type de. Donc c'est vraiment beaucoup. Pour la farine, il faut faire la déclaration auprès de France Agrimaire. Hein, quand on fait 10 tonnes de farine, c'est très contraignant. Donc quand vous êtes comme l'agriculture d'aujourd'hui, hein, pour la plupart, hein, monoculture ou en tout cas monoactivité, vous pouvez vous occuper d'une telle ou telle déclaration puisque c'est votre activité principale et c'est ce qui vous fait vivre. Quand vous tapez dans 15 domaines différents, cette partie active elle est pesante et très lourde à gérer et très compliquée à gérer. Et c'est un frein. C'est un frein à faire de l'agriculture de proximité puisque quand on dit agriculture de proximité, ça veut dire on fait un peu de tout. C'est qu'on propose un peu de tout dans de gros endroits. Et sur un maillage on serait capable des fermes, il y en a tout. Il y en a, même dans le Vexin où c'est des grandes cultures, il y en a tous les 5 km. Mais il n'y a pas une ferme tous les 5 km qui. Donc ouais, finalement, la réponse est un peu commune avec M. Emery. Finalement, il y a une difficulté parce que quand on change son système ou quand on le diversifie, ça inclut des difficultés. Voilà, faut rééquilibrer les aspects techniques, réglementaires, économiques. C'est encore plus vrai lorsque voilà, on change ses pratiques en termes de système de production et notamment agriculture biologique ou autre. Hein. Il y a d'autres choses, ce que vous disiez. Et il y a aussi un enjeu peut-être pour certains de pédagogie, en tout cas d'expliquer oui, il n'y a peut-être pas agriculture biologique, mais il y a d'autres choses, et pourquoi ça ne l'est pas. Enfin, voilà, il y a aussi peut-être besoin parfois de se justifier ou d'expliquer quand on est en direct.
Avant de conclure, et puis voilà, on va revenir en salle plénière. Je voulais juste voilà, conclure ces 3 interventions et remercier bien évidemment les 3 intervenants hein, qui ont accepté de faire ce témoignage, un peu ces pépites. Vous êtes, voilà, c'est un peu les ambassadeurs de ce que pourrait être ce projet alimentaire de territoire. Dans 10 ans, ça pourrait être voilà, que des initiatives comme on vient de nous le présenter, comme ça a été présenté dans les autres salles. Euh, on a vu aussi que ces circuits courts, certes, il y a différentes formes. On a vu de la vente directe, évidemment, ici, des formes de panier. Et puis dans les commentaires, bien d'autres exemples. On ne les a pas tous cités, de la coopérative de consommateurs à d'autres collaborations. Et puis que ça nécessitait aussi une diversification des exploitations agricoles. C'est quelque chose qu'on aborde beaucoup voilà, qu'on a bien identifié dans ce projet alimentaire du territoire. Ça nécessite cette diversification pour avoir un certain nombre de produits qui soient consommables par ces consommateurs et disponibles. Et puis, la grande question aussi de la valeur ajoutée et de est-ce que c'est viable et dans quelles conditions. Et là, on a des éléments de réponse très intéressants, je trouve. Et voilà, trouver un système qui permette de passer à une échelle supérieure tout en gardant finalement cette marge, ces coûts qui sont ce qu'ils sont et qui permettent à des consommateurs quand même de s'approvisionner. Voilà. C'est quand même difficile d'être compétitif par rapport à du poulet du Brésil, mais vous arrivez quand même. Enfin, voilà, faut quand même arriver à le faire et à le vendre aux consommateurs du territoire. Et c'est ce que vous faites. On se retrouve. Alors, voilà, je vous remercie à nouveau et bien sûr aux participants pour toutes vos contributions. Vous aurez l'occasion de contribuer encore à nouveau par la suite. On se retrouve, voilà, il y a un petit timer, je pense que vous le voyez, en plénière pour une conclusion. Et puis après, on vous souhaitera une bonne fin de soirée. Donc, merci à tous et à tout de suite.